vraies voix du foot comme tous les soirs, tous les mardis soirs, de 20h à 21h sur Sud Radio. Et il est de retour, un peu comme, je sais pas moi, Zinedine Zidane. La pomponnette. Après sa première retraite internationale, et on est très heureux de le revoir. Salut Guy Carlier. Heureux de vous retrouver. En forme ? Très. En plein, ça se sent. Évidemment, il est là, Emmanuel Galasso. Ça va, Emmanuel ? Très bien, heureux du retour de Guy et un peu en colère par rapport à notre actualité. On aura le temps de développer, mais voilà. Je suis partagé ce soir. On va développer évidemment l'actu. Elle est de retour. Elle n'a pas le sifflet à la bouche, mais elle est toujours là pour parler de football puisqu'elle est arbitre de football féminin. Bonsoir Virginie Guillen. Bonsoir à tous. Quel effet ça fait de revenir dans cette équipe-là qui est dans l'état d'un vestiaire avant une finale de Coupe du Monde ? Alors je suis très contente, d'autant plus que l'actualité footballistique est assez dense ces derniers temps, donc ravi d'être parmi vous. Maxime, lui qui est Bonsoir. à la manette un peu comme un libéro, envoie les ballons vers l'avant. Il a un côté Laurent Blanc ou Franco Baresi à l'époque. Ça va Maxime ? Ça va, mais je suis aussi en colère ce soir. Les thèmes abordés et 4 défaites d'affilée des Girondins de Bordeaux. Un passage devant le tribunal administratif cet après-midi. C'est triste. Hein. Parce que je sais plus où me mettre ce soir. Je suis en colère. Et Quentin Fredon au web. Salut Quentin. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Et le web, la question web, on va poser la question tout de suite, c'est le classique PSG-OM a-t-il perdu de son prestige et ça dit quoi ? Alors je ne sais pas vous, mais nos auditeurs ils pensent à 87% que oui, le classique a perdu son prestige. Ça fait quand même On un est score. d'accord. Alors au sommaire de l'émission, on va passer une première demi-heure spéciale classique PSG-OM, ce qui s'est passé dans les tribunes et ce qui s'est passé bien évidemment sur le terrain. À 20h30, on partira pour Split, puisqu'après demain se jouera Croatie-France en quart de finale de la Ligue des Nations. Et on verra, parce qu'une qualification pour les demi-finales nous ferait des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 un peu plus courtes, ce qui n'est pas mal vu la dureté des saisons en longueur. Et on conclura avec le But Football Club. On sera avec Bastien Aubert, qui était dans les tribunes de Montpellier, et tu es supportrice de Montpellier. Et arbitre licencié au MHSC aussi. Oui, parce que ça a été rock'n'roll dans les tribunes, donc on retrouvera Bastien Aubert du But Football Club. C'est tout de suite, et dans quelques instants. Mon cher Guy, excuse-moi, c'est l'heure de ton édito, mais même si ça ne présente aucun intérêt... Non, ça c'était une relance au milieu de la chronique, alors c'est déjà bien parti. Je vais en profiter pour feuilleter et pour te dire à quel point je suis fier qu'on ait dans cette émission une fille qui est décidée d'être arbitre, surtout en ce moment. C'est le cœur du débat et c'est bien qu'on l'ait parmi nous. On est tous ravis. Eh ben c'est Merci, parfait, c'est gentil. évidemment, on commence toujours par l'édito de notre ami Guy Carlier. Sud Radio, les vraies voix du foot. Je déteste les trêves internationales. Ça commence un vendredi, t'es content, c'est la fin de la semaine, tu te dis tiens, il y a quoi comme match avancé ce soir en Ligue 1 et tu t'aperçois qu'il n'y a pas de match en Ligue 1, que vendredi prochain, c'est soir de qualif en Coupe du Monde. T'as Pologne, Lituanie, Malte, Finlande, Chypre, Saint-Marin et Roumanie, Bosnie-Herzégovine. Sur l'équipe télé, il y a bien Angleterre, Albanie, mais c'est Johan Rioux au commentaire. Johan Rioux, le Robert Wurtz du commentaire, qui est né avant la sobriété. Rien que de citer son nom, ça me saoule, j'ai des vertiges. Ce week-end, on a la double peine, car outre les matchs de qualif Coupe du Monde, on a droit au quart de finale Coupe des Nations, Ligue des Nations. On a longtemps pensé qu'il n'était pas possible de trouver une compétition plus naze que la Coupe Intertoto. Eh bien si, on a trouvé la Ligue des Nations, c'est l'Intertoto des Nations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne garde aucun souvenir des matchs passés de Ligue des Nations. Moi, je ne sais pas, les matchs précédents de l'équipe de France, j'ai pas, pour vous dire, des décennies plus tard, je me souviens parfaitement de matchs à la récré de la cantine du collège Paul Vaillant-Couturier à Argenteuil, Ah oui. qui présentaient plus d'intérêt que les phases de poule de la Coupe de Nations, c'est vous dire. À la télé, en début de semaine, on a parlé de ce France-Croatie, mais pas un mot sur le match, pas un mot sur l'enjeu, pas un mot sur la compétition. La seule question qui préoccupait les journalistes, c'était dans quelle tenue les joueurs vont-ils arriver à Clairefontaine. Le point Fashion Week, la dernière fois, vous vous rappelez, cagoule, machin, enfin bon. Alors, allez... Alors Guy, excusez-moi, mais si ça ne présente aucun intérêt, parfois vous nous saoulez. Pourquoi vous nous saoulez-vous avec la Ligue des Nations ? Quelle relance pertinente. Eh bien, vous allez me dire, c'est vrai,
ça présente aucun intérêt. Vous avez raison. À cet instant, je me rends compte à quel point cette chronique est chiante. Elle ne présente pas plus d'intérêt que France-Croatie. Mais comme disait Sautet, j'ai mes raisons. Mes raisons, c'est que cette chronique sans intérêt m'évite de parler du désastre du week-end dernier. J'ai pas envie de parler des ultras suicidaires de Montpellier. J'ai pas envie qui font honte à nous, Loulou Nicolin qui doit se retourner dans sa tombe. Je n'ai pas envie de parler de la tartufferie des dirigeants marseillais qui vont porter plainte contre le PSG pour des chants honteux à l'égard de Rabiot, quand on se souvient qu'ils ont pendu d'une potence, une putain de potence au bout de laquelle Valbuena se balançait en effigie. J'ai pas envie de parler de Digard qui a fait une Fonseca alors que son équipe bénéficie d'un péno pour un auto croche-pied façon Ravanelli d'un joueur à vrai. Alors Madame Rabiot, tu vaux mieux peut-être que la mère de Barcola qu'on n'a pas entendue lorsque les Lyonnais l'ont copieusement insulté à Lyon. Véronique Rabiot, tu vaux mieux que la mère de Galtier, traitée de tous les noms, alors qu'à 83 ans, elle sortait d'un cancer. Alors je suis d'accord, France-Croatie, c'est sans intérêt, mais je n'ai pas assez de réserve d'indignation pour vous parler de la dernière journée de championnat. Magnifique, merci beaucoup Guy Carlier. On va parler de France-Croatie dans le 3e module, et évidemment tu es revenu sur le PSG-OM, où on a un supporter parisien et un supporter marseillais. Bonsoir, alors on va commencer, comme il jouait à domicile, par le Parisien. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Et le Marseillais, l'accent à mon avis est pas tout à fait le même. Bonsoir Benoît. Bonsoir à tous. Allez, on va commencer par parler, comme c'était l'édito de Guy, de ce qui s'est passé à côté. Est-ce que, quand on voit les banderoles, on va commencer avec le supporter parisien, Stéphane. Quand tu vois les banderoles, que tu étais au Parc des Princes dimanche dernier, les banderoles qu'il y a eu, les chants qu'il y a eu, est-ce que tu te dis pas que le foot, parfois, alors on parlait de Valbuena pendu, des joueurs qui pouvaient pas tirer les corners à Marseille du PSG parce qu'on leur jetait tout et n'importe quoi dessus, est-ce que le foot est pas en train de devenir dingue ? Le foot est en train de devenir dingue, mais pour la petite histoire, j'étais au Parc des Princes et j'étais avec des amis marseillais, donc on était 3 Parisiens, 3 Marseillais, et sur le coup, c'est vrai qu'on a tendance un tout petit peu à sourire quand on voit ces choses-là, et puis à la mi-temps, on s'est dit, bon, ça devient un peu grave, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, les banderoles, les chants, on a l'habitude d'avoir des chants dans les stades, qui sont ridicules ou pas ridicules, mais c'est vrai que les banderoles, surtout sur un papa qui est décédé, moi personnellement en tant que supporter du PSG, j'ai pas vraiment apprécié cette banderole en particulier. Les autres limites et encore, mais celle-là elle m'a vraiment choqué parce qu'on parle de quelqu'un qui est décédé, un papa d'un joueur. Donc ça vraiment j'ai trouvé ça vraiment très limite. Ça c'est clair. Pour en revenir de manière plus générale avec les ultras du PSG, puisque je suis un supporter depuis 30 ans, abonné depuis 30 ans, c'est assez bizarre comme sentiment, puisque moi j'ai connu l'époque où il y avait pas d'ultra après le plan Père-Père et qui était un bon plan. Et donc qui avait vidé le COP Boulogne de tous les néo-nazis, etc. Oui. Ouais, et même à Auteuil, il n'y avait plus d'ambiance et on était vraiment dans un spectacle, il n'y avait aucune ambiance et je trouvais ça ridicule. Et puis parfois quand on voit ce qui s'est passé à Liverpool, où même les Anglais nous envient sur les ultras qui sont à l'extérieur, qui donnent un bon exemple, il y a jamais de bagarre, et qui encouragent leur équipe pendant 90 minutes, quel que soit le score. Et puis derrière, ils vont faire une banderole sur la Palestine, où moi j'ai des copains qui ont quitté le stade quand il y a eu cette banderole. Donc c'est assez particulier en fait ce sentiment sur les ultras. Je suis assez partagé. Maintenant, est-ce que les ultras font rentrer ce qu'ils veulent dans le stade? Est-ce qu'il y a des contrôles? Il y a des choses comme ça? Je ne le sais pas, et je pense que ça détermine la suite. En fait. Stéphane, reste avec nous, on va faire réagir Guy Carlier, ensuite on va prendre Benoît et on va faire tourner la... Juste un mot sur ce que tu viens de dire, tu as parfaitement raison, d'autant que les ultras ont parfois des fulgurances drôles, intelligentes. Oui. On a vu cette banderole PSG, l'OM, c'est le décrassage du PSG après une qualification en Coupe d'Europe. Non mais ça, c'est le chambrage du foot. C'est quand on se met à l'arrière du quart, quand on revient d'un match, ça chambre, c'est ça le foot. Manu qui est supporter du TFC, une des plus drôles que j'ai vues pour un TFC Bordeaux, c'était « J'aime pas le Bordeaux, je bois du Fronton ». Celle-là, elle était quand même géniale. C'est plus une menace qu'autre chose. Boire du Fronton, faut y aller quand même. On va trouver Benoît, supporter marseillais. Benoît, quand tu entends Stéphane, supporter parisien, est-ce que ça devrait pas être ça le football? Ah si, complètement. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Stéphane. Et
Bien sûr, ce qui s'est passé hier, on a franchi une ligne rouge pour moi, une de plus. Et je rejoins parfaitement Stéphane et même ce que disait Guy, c'est-à-dire que je mets dans le même bateau les supporters du club que je supporte, l'OM, quand ils ont fait leur truc sur Valbuena. Dans sa chronique, il parlait de Barcola. Guy avait même écrit un livre là-dessus. Oui, le Barcola, en fait, sa mère, elle s'est pas manifestée, justement parce qu'elle s'est pas manifestée, tout le monde s'est tu. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, la mère à Adrien Rabiot, mais elle a eu au moins le mérite de mettre un coup de pied dans la fourmilière, et bizarrement, tout le monde maintenant s'en inquiète, parce que si elle n'en avait pas parlé, je pense que ça aurait fait comme pour les autres matchs. Je pense que les ultras ont trop de pouvoir. On parlera après de l'éventuelle responsabilité des clubs, je pense, qui pour moi est complètement, ils sont complètement, mais archi coupables de tout ça, parce qu'ils le savent très bien. Mais hier, parler de quelqu'un qui est décédé, là, je pense qu'on a franchi une ligne. Et le pire, c'est que quand le club communique en disant que c'était entre guillemets les banderoles les plus gentilles. Oui, effectivement, là c'est vraiment, ça dépasse tout ce qu'on imaginait. Virginie, tu veux réagir, toi qui es arbitre? Alors, ce qui est triste, et supportrice de foot, bien sûr. Ce qui est triste, c'est à l'heure où les réseaux sociaux sont en toute puissance, c'est que malgré le fait qu'on montre pas forcément ces images-là à la télévision, enfin en l'occurrence sur DAZN, ce qui est triste, c'est que sur les réseaux sociaux, ces images sont inondées en fait, et nos jeunes, enfin toutes les personnes qui ont les réseaux sociaux et notamment les plus jeunes ont accès à ces images, et c'est effarant de voir des banderoles comme ça où on insulte les mères des joueurs. Je pense que là on est allé au-delà du foot, on est allé au-delà de, je sais pas, le foot c'est, oui il y a du chambrage etc, mais là c'est comme a dit du coup notre auditeur, on est allé au-delà de la limite. C'est inacceptable et il faut vraiment que les personnes concernées prennent leurs responsabilités. C'est impossible qu'on puisse donner cette image-là en Ligue 1, c'est impossible. On est bien d'accord. Stéphane, Benoît, vous qui êtes des vrais supporters de foot qu'on a plaisir à avoir avec nous, vous restez parce qu'il faut faire une courte pub et on continue à parler de ce classique de dimanche dernier. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier. Toujours un plaisir de le retrouver. Ça vous a dites ça à chaque retour de pub, ça me flattez-moi, comme disait Louis de Funès. Emmanuel Galasso, Virginie Guillen, Maxime Senna, Quentin Fredon. Et on a deux supporters, ce Marseillais, un Parisien. Stéphane, supporter depuis 30 ans du PSG, qui était au parc dimanche soir, mercredi soir, n'importe quoi. Et Benoît, supporter marseillais. On va reprendre avec vous les supporters. Tiens, on va inverser les rôles ce coup-là. On va commencer avec le Marseillais. Avec donc Benoît, supporter marseillais. La mère de Rabiot et l'OM vont porter plainte. Est-ce que la judiciarisation du foot, ça pose pas un peu question quand même? Si, complètement. Alors moi, très honnêtement, il y a plusieurs choses qui me gênent. La première, c'est que nos instances, et même si on écoute les différentes interventions, mettent entre guillemets la pression sur l'arbitre en disant qu'il aurait pu arrêter le match. Moi, il me semble que c'est un peu facile. Les arbitres, ils ont déjà une pression énorme, surtout M. Turpin hier, quand on connaît les antécédents qu'il a avec l'OM. Ils ont déjà assez de choses à gérer, sans qu'encore on leur demande de gérer ça. Moi, je me pose, il y a le quid de la question de ce qu'on appelle un délégué, qui sont très forts pour compter des fumigènes, pour manger des petits fours et boire du champagne. Mais dans ces cas-là, c'était peut-être à eux à dire, parce que moi, j'étais pas au stade, forcément, mais à la 80e minute, il y avait encore des chants avec où on disait Rabiot, je vais pas dire le reste. Donc il y avait largement de quoi arrêter un match. Moi, je suis supporter aussi du TFC. TFC Monaco a été arrêté 5 minutes il y a 15 jours parce qu'il y a eu des chants, mais il y avait une ministre dans le stade. Donc moi, ces bonnes intentions de façade me gênent, en sachant que il y avait Monsieur Labrune dans le stade, qui aurait pu aussi à un moment, par exemple, quitter le stade, comme Jacques Chirac l'avait fait pour la Marseillaise avec Bastia, en Coupe de France. Bastia-Lorient, oui. Voilà, exactement. Et il me semble que c'est un peu trop facile de vouloir judiciariser. Et dernière chose qui me gêne, c'est le communiqué du PSG qui nous dit ah mais non, mais on n'était pas au courant. Moi, de voir une banderole
fait la largeur de Hauteuil, donc qui fait au moins 40 mètres et qui fait des centaines de kilos, ces gens-là sont pas au courant que ça rentre dans le stade, et ça c'est peut-être une déformation professionnelle, mais on est quand même dans une période de vigipirate renforcée. Je rappelle que le Stade de France, c'était pas il y a 45 ans. C'est un stadier qui a sauvé des centaines de personnes en empêchant de rentrer le terroriste dans le stade. Et donc, Nasser, il nous explique qu'il sait pas ce qui rentre dans son stade. Mais c'est vrai que ça pose question. Non, mais il y a plusieurs choses. Il y a en effet la responsabilité de chacun. Pour moi, il y a deux responsables évidents. C'est les supporters qui ont fait la banderole et c'est le club qui a rien fait pour que cette banderole ne rentre pas. Si les gars chantent n'importe quoi, tu peux pas les empêcher, mais faire une banderole, tu peux regarder sur tous fait 40 mètres de large. Le danger qu'il y a, et je suis tout à fait d'accord, ça a été le cas à Toulouse, Monaco et à d'autres matchs, c'est qu'aujourd'hui, quand t'as un chant, et ça, personne n'en parle, moi je trouve ça quand même incroyable, il y a des chants anti-LFP qui sont faits. La LFP a donné comme consigne aux arbitres de demander que le speaker demande aux supporters d'arrêter de chanter, sinon le match est arrêté. Je pense que les supporters ont quand même le droit insulter, j'aime pas le terme, mais de faire part de leur mécontentement sur la LFP, sur l'arbitre, sur un joueur, siffler des joueurs, on a encore le droit. Et le problème, c'est que vu que la LFP a mis la barre tellement haute dans le fait d'atténuer la liberté d'expression des ultras, quand il y a un vrai débordement, ce qui est le cas pour la mère de Rabiot, avec des choses inacceptables, la banderole, les chants sur le père, tout ça c'est inacceptable, il faut être intransigeant. Mais vu qu'on a été dans des extrêmes, si on ne peut plus maintenant on peut plus avoir de réserve sur la LFP, on ne peut plus remettre en cause la LFP, on met tout au même niveau, et je pense que du coup on déprécie la gravité du cas Rabiot. Stéphane, toi qui es supporter du PSG, tu trouves qu'on n'a pas été trop laxiste depuis des années entre Valbuena pendu, où les sanctions n'avaient pas été si énormes que ça? Je me rappelle d'un match à Marseille où comment il s'appelait l'Argentin qui maintenant entraîne River Plate, Marcelo Gallardo s'était fait taper dessus dans le couloir de vestiaire. Ce qui s'était passé au PSG. Alors là, on a nettoyé les tribunes avec ceux qui chantaient le bras tendu pendant des matchs. Et est-ce que quelque part, on n'a pas été un peu trop laxiste sur les sanctions? Mais je rappelle aussi que l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que l'entraîneur de Lyon a été blessé au Vélodrome à l'Arcade Sourcilière, des choses comme ça. Oui. Moi, c'est grosso. Si vous voulez, je joue le samedi matin au foot. Je suis très vieux, mais je joue avec mes amis les Brigands. Ils se reconnaîtront. Et en fait, j'avais parié avec mes amis sur le fait que le match serait arrêté et victoire pour Marseille. Parce que le cas Rabiot est un cas vraiment à part et ça ne justifie pas ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu évidemment, et je sentais que les supporters étaient très chauds. Mais j'ai vu une image qui m'a semblé complètement ridicule aujourd'hui, c'est de voir à un moment donné il y a des chants à la 40e minute parce que les ultras ont chanté des choses désagréables à la 40e ou 45e ou à la 80e pour pas qu'on arrête le match à la fin de chaque mi-temps. Ça a été fait de manière intelligente. Mais j'ai vu Jacques Abardonado, l'adjoint de Derby, aller voir le délégué, je l'ai vu de mes yeux. Il l'a signalé pour faire arrêter le match. Et là, on devient, à un moment donné, les entraîneurs sont là pour entraîner, les délégués sont là pour arrêter le match. Et moi, j'étais persuadé qu'on allait arrêter le match, vu l'ambiance qu'il y avait sur le cas Rabiot. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les stades, il se passe des choses incroyables. Guy Carlier a parlé de Montpellier, ce qui s'est passé le samedi ou dimanche à Montpellier. Et je pense qu'à un moment donné, les interdictions de stade, des choses comme ça, il faut que ça soit avec le pointage au commissariat. On est obligé de passer par là, quoi. Stéphane, Guy veut réagir et ensuite on va parler à l'arbitre. Malheureusement, c'est un problème qui dépasse le foot. C'est un problème de société. Tout va dans ce sens-là. Et il y a une espèce d'impunité, de sentiment, en tout cas d'impunité pour les ultras, à aller de plus en plus loin. Et quand on parlait de la responsabilité des clubs, quand Marseille donne le capitanat à Rabiot, je considère que c'est une provocation. C'est pas du tout un honneur qu'ils lui font. C'est de la provoque. C'est juste de la provoque. Je suis pas d'accord non plus. Je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord parce que moi, en ayant été entraîneur, j'ai déjà fait ça sur des joueurs quand on jouait leur ancien club. Au contraire, c'est une marque. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une marque de confiance. C'est des joueurs qui jouent dans leur ancien club. Alors nous, moi, j'entraîne en amateur. Attention, ça n'a rien à voir. Ça leur donnait, ça a dédramatisé le match, pardon. Et je trouve au contraire que le geste de De Zerbi est très classe. De lui mettre le bras. Non mais Rabiot surtout, je pense que vous connaissez, vu ce qui ressort de sa personnalité, s'il avait pas voulu être capitaine, il aurait dit à De Zerbi non, t'es gentil, c'est un cadeau empoisonné, tu mets pas capitaine.
capitaine. Là, tu sens qu'il y avait une fierté, une responsabilité. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je trouve que c'est pas une bonne décision. Ça mettait de l'huile sur le feu. L'arbitre, l'avis de Virginie en tant qu'arbitre. Si tu entends des chants inqualifiables, des banderoles, toi en tant qu'arbitre, tu as le droit d'arrêter le match directement. Tu signales au délégué. Comment ça se passe? Bien sûr. Alors nous, on a des consignes au niveau amateur, donc au niveau régional. Tout ce qui est propos racistes, homophobes, sexistes, ça ne doit absolument pas, ça n'a rien à faire sur un terrain de foot ni dans les tribunes. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être confronté à des propos sexistes assez virulents. J'ai demandé que la personne qui disait ces propos soit carrément sortie elle était en fait dans les gradins. J'ai dit c'est simple là, ce mec là qui est en train de m'insulter, qui est en train de vraiment d'avoir des propos très inadmissibles. J'ai dit c'est simple, lui soit il dégage, soit c'est moi qui pars. Donc c'est simple, si je pars, il y a plus de match. Oui. Donc la personne qui a fait la sécurité est allée le voir. Comme par hasard, c'était pas lui. Après, alors ça c'est exactement. C'est aberrant de s'en prendre à une femme ou de s'en prendre en l'occurrence à un joueur comme Adrien Rabiot. C'est dingue. Je trouve ça va au-delà du foot là. Pour moi, les limites elles sont vraiment franchies quoi. Est-ce que vous voulez qu'on parle 2 secondes, parce que c'est quand même aussi le football, les amis, du bilan de ce PSG-OM. Tu as fait un petit bilan mathématique, Emmanuel? Oui, moi c'est le rapport de force entre ce PSG et cet OM. Quand on regarde le classico de dimanche, l'OM a fait un bon match, a fait un très bon match, et pourtant si on rejoue 100 fois ce match, l'OM le perd 100 fois. Et je trouve que c'est pas très rassurant pour notre Ligue 1, parce que je pense que s'il y a bien un club qui peut concurrencer Paris sur du moyen long terme, c'est l'OM en termes de structure, de budget, d'effectifs. Ils sont censés pouvoir les concurrencer. Et le fait est qu'ils le font pas, et depuis de nombreuses années. Pour moi, un championnat qui est en bonne santé, c'est un championnat où il y a de la plusieurs équipes qui jouent le titre. Tu vois, en Angleterre, t'as Liverpool City depuis 10 ans qui bataille. En Espagne, le Real, le Barça. En Italie, les 2 Milan et le Napoli. Et je pense qu'il nous manque ça en Ligue 1. Il nous manque ce deuxième club qui, sur au moins 4 ou 5 ans, va chercher Paris, titille Paris pour le titre de champion. Et je pense vraiment que si ce deuxième club arrive, ça peut être l'OM, ça peut être Monaco, ça peut être Lille. D'une part, ça ramènera, ou Lyon, ça ramènera les fans de foot un peu déçus à la Ligue 1, et ça reboostera la valeur de notre Ligue 1, notamment pour ce qui est des droits télé. Guy, t'es d'accord avec ça? Non, pas du tout. Je suis pas d'accord sur le fait que Marseille a fait un excellent match. Marseille a été bouffé au milieu, mais c'est normal. Il leur manquait Benasser et le Suédois dont j'arrive jamais à prononcer le Højbjerg. Donc à partir du moment où ces deux là qui font le fond de jeu au milieu du terrain sont pas là, et Paris était en décompression après Liverpool, ce qui est normal. Donc c'était pas le Paris contre Lille par exemple du match d'avant, c'était un Paris en décontraction, et malgré tout ils ont eu le match à leurs mains. Donc c'était pas un match d'une qualité extraordinaire. C'était un match plaisant. Qu'est-ce que tu en penses, Virginie? Je suis assez mitigée, je suis pas forcément d'accord avec ce que Emmanuel vient de dire. Pour moi, il y a d'excellents joueurs en Ligue 1, mais ça manque de collectif. Et en l'occurrence, là, le PSG, bien évidemment, ça joue collectif, donc forcément, ça rayonne. C'était un match incroyable, vraiment, je m'en remets pas, mais je trouve vraiment qu'il y a vraiment de très 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 bons joueurs en Ligue 1. Il y a une disparité en effet, il y a une grosse différence de niveau, c'est sûr, entre certains clubs, mais dans l'ensemble, il y en a quand même de très bons joueurs dans notre championnat, faut pas l'oublier. Mais Guy, tu vois, s'il y avait les joueurs que tu as cités qui étaient là, je pense malgré tout que même un OM avec toute son équipe au top et un Paris qui est pas dans une semaine de Ligue des Champions, tu vois, il y a trop d'écart. Même si l'OM et pourtant l'OM est le premier de l'autre championnat. Le mot de la fin à nos 2 supporters. Stéphane, bon, le titre, il est plié. Comment tu l'as vécu ce match, toi qui étais dans les tribunes? Moi, je l'ai vécu. Je suis d'accord avec Guy Carlier. J'ai senti Paris très fatigué. Ce qui est dommage, c'est que ça devait être une très belle semaine pour le PSG, et on en sort avec des histoires extrasportives qui se passent dans le stade. Je voudrais juste vous faire part de ma petite frustration concernant le cas Adrien Rabiot. C'est quand je vois Fabian Ruiz au PSG gaucher, un peu grand, j'ai imaginé Rabiot à sa place avec le brassard de capitaine, et je trouve que c'est un vrai gâchis pour ce gars. Faut le dire à Nasser. 100% d'accord avec ça. Mais Benoît, ton avis alors sur ce match? Tu l'as trouvé plaisant? Tu l'as trouvé déséquilibré? Comment tu l'as trouvé? Non, je suis complètement d'accord avec Guy. Moi, Paris a joué en marchant.
Faut pas se leurrer. S'ils font le match de Liverpool, on en prend 7. Ils ont joué en marche arrière, ils ont géré leur match. Alors oui, ils ont fait leur match. Marseille a pas fait un très grand match. Après, c'est difficile. C'est un budget qui est 3 fois plus gros que le nôtre. Ouais. Et surtout, cette année, le PSG, collectivement, pour moi, c'est le plus fort des PSG depuis des années. Ils sont injouables. Et si vous me permettez, je voulais juste revenir une petite solution concernant notre débat. Je ne comprends pas pourquoi on n'identifie pas ces gens, notamment ceux qui avaient la banderole avec le dessin d'Adrien Rabiot et sa mère avec marqué je vais pas dire l'insulte de mère en fils. Oui. Je vous rappelle qu'il y a 2 mois, on a identifié un gamin de 6 ans au stade Océane au Havre parce qu'il a jeté un gobelet sur le terrain et qu'il a pris une interdiction de stade. À 6 ans. Oui. Alors, si on arrive à le faire au Havre sur un gamin de 6 ans, je pense qu'on peut identifier. Et visiblement, on protège plus les gobelets que les mamans. Oui, parce que c'est sûr que là, pour le gamin de 6 ans interdit de stade, oui, Guy, très court. On en revient à la responsabilité des clubs. Il y a une quinzaine d'années, il y avait un match, vous vous souvenez peut-être pas, c'était à Nancy, et il y avait un joueur qui s'appelait Ouattara, qui avait été insulté, tu te souviens, et j'avais fait un arrêt sur image sur le mec, et en faisant un parallèle avec, parce que tu vois, bien protégé, un peu comme les gars qui dénonçaient la Gestapo, tu vois, et il y avait et le club m'est tombé dessus, mais tu peux pas imaginer toutes les instances de l'AS Nancy-Lorraine, de Pablo Correa qui était l'entraîneur au président, etc. m'ont insulté, etc. parce que j'avais identifié le mec, j'avais fait un plan fixe, j'avais demandé à ce qu'on arrête l'image et on voyait le type qui avait bien une tête de vainqueur d'ailleurs. Bah oui, il n'y a pas de miracle et voilà. Et donc il y a pas vraiment de volonté des clubs de se mettre les ultras à dos. Allez, merci beaucoup Stéphane et Benoît, 2 supporters comme on les aime. Ça parle de football, ça se respecte, ça discute. Parfait. Bravo les gars, ces supporters comme ça vraiment méritent d'être entendus. Allez, tout de suite, on va parler de l'équipe de France et quand on joue la Croatie, désolé, moi ça me rappelle toujours de bons souvenirs. Allez, on se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Virginie Guillen, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Et c'est l'heure de ton édito, Emmanuel. Oui, je voulais parler de... Et tu es irrité par la communication d'un certain Dédé. Didier Deschamps. On avait compris. Non, mais je précise, je vulgarise ton propos, Philippe. Oui, Didier Deschamps, c'est sa communication. Je pense que je suis pas le seul. J'ai une usure de la communication de Didier Deschamps qui, en conférence de presse, quand un de nos confrères lui demande Didier, pourquoi Tolisso, Akliouche, Ekitike et Cherki ne sont pas dans les 24 joueurs sélectionnés, Deschamps sort cette phrase magnifique. Il dit mais ils sont dans les joueurs sélectionnés, mais dans une liste de 50 joueurs. Donc là, il nous explique qu'il y a une liste dans la liste et qu'en fait, ces joueurs sont amenés à venir dans un futur plus ou moins proche, s'ils sont plus ou moins bons. Enfin, tout ça est très évasif. Le fait est qu'ils ne sont pas là. Et quel que soit le nom, c'est devenu le fourre-tout. La réponse fourre-tout de Deschamps, c'est ils sont dans cette liste élargie. Et il nous a même fait une deuxième partie de com magnifique en parlant d'Akliouche, Ekitike et Cherki. Il dit alors eux, en plus d'être dans la liste élargie, je les mets vraiment à disposition des espoirs pour qu'ils soient vraiment bons pour l'Euro 2025. Et quand tu regardes l'historique de Deschamps avec les espoirs depuis les 13 ans à la tête de l'équipe de France, tu comprends bien qu'il se sert plutôt des espoirs pour piocher quand il en a besoin plutôt que de les valoriser, de les mettre en priorité absolue. Oui. Et la dernière chose, moi je me disais bon allez Didier, d'accord, tu nous balades un petit peu sur ces questions-là, mais dans le fond voilà, t'as tes 24 joueurs, tu veux pas bouger, mais quand même s'il y a un blessé, Didier, s'il y a un blessé, quand même, tu vas faire l'effort de, allez, ce sera peut-être le moment de prendre Ekitike, Akliouche. Eh bien, non. Il y a Marcus Thuram qui se blesse. Et Didier nous dit non, moi, je reste on passe de 24 à 23, aucun joueur ne rentre. Donc, je trouve ça un peu pathétique. J'ai l'impression que ce soit journaliste ou fan de l'équipe de France, qu'on a un petit peu baladé par Deschamps dans sa communication. Et malheureusement, on peut déjà dire à 1 an et quelques mois de la Coupe du Monde qui seront les 24 joueurs dans cette liste. Et je pense que c'est l'antithèse de ce qu'est une sélection, la concurrence, pousser le groupe vers le haut, et Didier Deschamps gère cette équipe de France comme un club. On va creuser ça, mais tout de suite, on a Ludovic, supporter de l'équipe de France, qui sera à Split pour le match. Salut Ludovic. Oui, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Alors, quand tu vois le groupe France, est-ce que tu es d'accord avec l'édito de Manu que je trouve très intéressant ?
Merci. Ouais, après, on connaît Deschamps et moi, ça me surprend pas du tout. C'est pas la première fois qu'il reste, du coup, avec un forfait un jour en moins, c'est-à-dire à 23, parce que de toute façon, à partir du moment où il avait des doutes concernant Cherki de le prendre, moi, je reste persuadé qu'il rejoindra le groupe France d'ici la Coupe du Monde de l'année prochaine. Mais s'il a jugé qu'en tout cas là, c'était pas le bon moment, forcément, après un forfait, c'est pas là qu'il va se décider à l'appeler, parce qu'il avait déjà son plan en tête, etc. On connaît Deschamps et donc pour moi, ça me choque pas plus que ça. Et après, voilà, si on le voit sur la Ligue des Nations, par exemple, avec un Final Four que l'on attend suite à la qualification face à la Croatie, ce sera bien. Et il reste encore un petit peu de temps avec toute la phase de quali d'ici la fin d'année. Donc le groupe, il va encore bouger. On a un nouveau joueur sous le maillot bleu qu'on va, j'espère, avoir le bonheur et le plaisir de voir jouer Monsieur Doué. Et puis voilà. Après, au niveau des Bleus, je pense pas qu'on a grand chose à craindre de cette double confrontation. Ça fait plaisir de les revoir là sur ce début d'année. Moi je trouve ça tellement dingue. On nous a dit qu'il y avait Olivier Giroud et Griezmann qui seraient là dimanche pour les remercier, leur rendre hommage, faire la fête avec eux et tout. Et en fait, moi je repensais juste à Griezmann qui a dit non et on se dit mais putain, mais qu'est-ce qu'il a vécu dans ce groupe France, quoi. Pour dire non, c'est vrai que c'est. On a une petite idée quand même, Ludo, de ce qu'il a vécu. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Oui, un petit différent avec un coéquipier de l'équipe de France qui joue dans un autre club à Madrid. Un petit brassard aussi, pas ça. C'est ça, on est d'accord. Ludovic, je crois que tu dois nous laisser. Tu seras à Split. Justement, désolé les gars, c'est pas la joie. Ce soir, j'ai appris que ma grand-mère, c'était un peu compliqué. Donc on va peut-être même remettre le voyage alors qu'on devait partir demain matin. On est désolé, Ludovic. Tout notre soutien, on t'embrasse et on t'envoie de la force ainsi qu'à ta grand-mère. Désolé, on croise les doigts. Bonne soirée. Merci Ludo. Dis, qu'est-ce que tu en penses de ce groupe? Je pense que Emmanuel a tout à fait raison sur la communication. Le problème avec la communication de Deschamps, c'est que ça ouvre toutes les polémiques à la con. Parce que dans les noms qu'il a cités, on a bien compris qu'il y avait des noms à consonance maghrébine qui vont donner du grain à moudre à tous ceux qui reprochent à Deschamps un soi-disant racisme. Enfin, ça date de l'époque Benzema, on se souvient, et les mecs avaient peint sa maison. Etc. Donc il y a cette réputation qui lui colle à la peau. Et comme il communique, c'est incroyable qu'à son niveau de performance et puis de responsabilité, il n'ait pas eu des coachs, des mecs qui lui apprennent à parler. Training, il a mis 10 ans à se refaire les dents et c'est toujours bon, mais voilà quoi. Comme les Miss France, bon, mais je suis content. Bon, fais attention, on a une candidate Miss France avec nous. Qu'est-ce que tu en penses, Virginie, de ce groupe? Je suis pas forcément d'accord. Pour moi, il a le choix de s'exprimer ou non et de dire ce qu'il a envie de dire. Et après, en fait, c'est beaucoup aussi. Il y a beaucoup de fantasmes autour de sa communication. Nos confrères journalistes aussi parfois. Peut-être tirent des conclusions hâtives, comme on dit. Il est libre en fait de dire ce qu'il a envie et d'alimenter ou pas certaines polémiques, ça le regarde. Moi, je suis pas forcément. Oui, mais il le fait mal. Ouais, c'est ça. Même s'il rentre dans ce jeu-là, bien sûr qu'il est libre, mais il le fait mal. C'est pas un communicant, certes, mais pour moi, il fait son travail de sélectionneur. Voilà, le travail d'un communicant, c'est autre chose. Après. Mais est-ce que tu penses qu'un sélectionneur, sa question numéro 1, c'est son métier, t'as raison, c'est pas de se dire, ok, j'ai un vivier de joueurs. J'ai un vivier de joueurs, de différentes générations, de différentes cultures footballistiques et autres, et mon but, c'est de mettre le meilleur 11, et aussi, et c'est une obsession pour Deschamps, le meilleur groupe qui vit le mieux, qui est le plus complémentaire, tout ça. Mais sauf que pour avoir la réponse à cette question-là de qui est le plus complémentaire, à un moment donné, il faut quand même faire des expérimentations. Et lui reste dans ses logiques j'ai ma logique de groupe, j'ai mon Gendouzi, ça, il me rassure bien, mon Thuram aussi. Tu vois, j'ai des gars. Alors que Thuram, 29 sélections, ça, c'est quand même le taf numéro 1 du sélectionneur, quoi. Thuram, 29 sélections, je crois, 2 buts. Ouais. Oui, mais ça va au-delà de Thuram. Faut regarder la carrière dans sa globalité aussi. C'est emblématique quand même. Oui, un attaquant qui marque aussi peu de buts. Mais c'est que dans la hiérarchie des priorités Didier Deschamps, c'est je veux un groupe qui vit bien, dans lequel il n'y a pas d'emmerdeur, excusez-moi l'expression, et où chacun est à sa place.
passe. Et quand ton premier critère c'est ça, c'est un mélange des deux, c'est un mélange de mecs cool et de mecs quand même très talentueux. C'est-à-dire que t'as quand même un trauma Domenech. Bien sûr. Tu veux, après Domenech, il fallait le contre-feu, tu vois. Et Blanc, pendant les 2 ans où il a été à la tête de l'équipe de France, avec la génération 87, il a voulu relancer les Nasri, les Ménez et autres, ça s'est pas bien passé. Terrible. C'est bon, pour Deschamps, ça s'est mal terminé. Maxime veut réagir parce qu'il est outré qu'aucun joueur des Girondins de Bordeaux ne soit dans la liste pour jouer Croatie. Ça se comprend, hein. Évidemment, je comprends pourquoi Andy Carroll il joue pas en équipe de France. Voilà. Ça c'est un débat, ça. Non, mais écoutez, j'allais intervenir et puis Guy m'a piqué mon argument, à savoir. Demande-lui des droits d'auteur. Évidemment, toujours. Non, on a eu ce problème-là en 2010 que tout était trop ouvert. En 2002, c'était pareil, tout était trop ouvert. Deschamps a compris ça, il a fermé, on était bien content. Et maintenant qu'on sait qu'il va partir, on lui tombe dessus là-dessus. Non, avant, Max. Ça date d'avant l'annonce de 2026 et la fin du contrat. Deschamps, si tu veux, il a eu la 2018 magnifique, champion du monde. On lui en est toujours reconnaissant. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et n'oublions pas 2 ans avant, finaliste de l'Euro quand même, ce qui était pas mal. Mais si tu veux, le problème c'est que c'est un mauvais communicant. Ah, bien sûr le mec sait ce qu'il fait de A à Z. Je suis d'accord. Le mec, moi, je suis pas d'accord. il gère sa communication de A à Z depuis qu'il est arrivé en équipe de France. Je trouve que c'est une réussite depuis. Mais je dis pas que toi tu ne l'aimes pas comme ça, mais pour lui sa communication c'est ça. Non mais pour lui c'est ça. C'est quoi la priorité d'une communication? Parce que là en fait on fait que et c'est sa manière de fonctionner et pour lui il fonctionnera comme ça. Je pense qu'il protège aussi en fait. C'est une manière aussi de protéger ses décisions. Après c'est mon ressenti, mais dans le foot, il faut faire attention. Il faut peser chaque mot. Et je pense que justement, en fait, quand moins on en dit, et peut-être mieux aussi, on se protège d'une certaine manière. Oui, mais tu peux en dire peu, mais le dire bien. Et lui, je trouve qu'il en dit peu et il se met en difficulté et il met en difficulté son groupe. Mais moi, je voudrais dire un mot. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Manu parce que je trouve pas qu'il se mette en difficulté puisque il gère sa communication comme il l'entend. Là où un Domenech pouvait se mettre en difficulté en se mettant à dos les journalistes, là tout le monde sait qu'une conférence de presse de Didier Deschamps, on n'apprendra rien, il se passera rien. Mais le problème, Max, de ce que tu dis, donc pour moi il y a pas que Domenech et Deschamps. Si t'étalonnes Deschamps sur Domenech, là c'est le paradis. Non mais il faut juger ce qui est. Oui, mais le truc, Max, juste et après, excuse-moi. Le dernier sélectionneur qui a fait, personne n'a fait autant de temps que Deschamps. Ah c'est clair, c'est le record en équipe de France. Le dernier grand sélectionneur qui est resté très longtemps en équipe de France, c'est Domenech. Domenech, on regarde comment ça s'est passé depuis de 2004 à 2010. Il faut sortir de ça. 6 ans, oui. Non, mais c'est pas la même génération, c'est différent. C'est pas la même génération, mais enfin, quand t'as Didier Deschamps qui arrive et qui cadenasse tout le monde dit bravo Deschamps, ça va aller mieux comme ça. Oui, mais ça marche un certain temps. Mais raisons. Max, ça fait 13 ans, donc au bout d'un moment, t'as aussi une usure qui s'installe. Et ce que je veux te dire, c'est que si Deschamps, il prend un Cliouche, ou il prend pas Cliouche, mais il dit je prends pas Cliouche parce que pour moi, ce type de joueur, son profil ne m'intéresse pas, ou s'il prend un Cliouche parce qu'il dit voilà, juste laisse-moi finir, Max. Il dit ma philosophie de jeu, c'est ça. Voilà, on sait pas quelle est sa philosophie de jeu, il en parle jamais. Et vu qu'il ne parle jamais de ça, ça crée du fantasme. S'il dit que Cliouche ne l'intéresse pas, on va lui dire qu'il a rien à faire. Non, en fait, s'il dit à Cliouche m'intéresse pas parce que moi c'est ça mon style de jeu, c'est ça, au moins on a des raisons. Et quand t'as des raisons, t'es beaucoup plus satisfait que quand t'as critiqué par une moitié de la France. Quentin, tu veux dire un mot et on va revenir sur la polémique de la semaine. Quentin. En fait, c'est ça le truc, c'est que en ne parlant pas, il protège ses décisions, mais en les rendant totalement opaques, il ne protège pas ses joueurs et ses décisions, justement. On a eu le cas avec Fabien Galtier au rugby en France, sur la polémique au Radou-Gégou qui avait eu sur en Argentine. Galtier et Deschamps, c'est le même type de communication. C'est qu'en ne parlant pas de leur sélection et de pourquoi ils les sélectionnent, ils laissent la place aux polémiques et aux discussions, et donc ça protège pas sa communication et ses joueurs. On va écouter la polémique qui a débuté jeudi dernier dans le But Football Club. On écoute, tiens, ceci. Je pense que Deschamps, c'est Rotaillot. Je pense que Deschamps, c'est Bruno Rotaillot. Je pense qu'il a un problème avec les Algériens. Je pense qu'il a un problème avec les Franco-Algériens. C'est Michel Moulin qui pointait l'autre fois autour de la table cette possibilité. Il le disait. Moi, je vais reprendre le credo de Michel et je vais mettre les pieds dans le plat. Magnès à Cliouche et Ryan Cherki, si tu les sélectionnes pas et que tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessure ou qui sont pas titulaires dans leur club indiscutable et qui rentrent en cours de jeu, c'est que tu as un problème avec ces garçons-là. Et qu'est-ce qui fait le point commun de ces garçons? Ce sont des Franco-Algériens.
franco-algériens. Mais moi, j'espère qu'ils vont choisir l'Algérie. Alors, c'était Karim Zeribi lors du But Football Club sur Sud Radio jeudi dernier. Alors, la FFF a annoncé qu'elle allait, enfin la 3F a annoncé qu'elle allait porter plainte. Qu'est-ce que tu en penses, Guy? Est-ce que c'était déjà le cas, on en parlait sous Benzema, mais qu'il y avait quand même un dépôt de plainte dans l'affaire Valbuena que tu connais bien. Est-ce que pour toi, ces arguments sont recevables? Non, mais dans l'affaire Valbuena, il y avait un délit. Il y avait du pénal. Il y avait du pénal. Donc là, c'est autre chose. Là, ce que je remarque, c'est que, voilà, on parlait tout à l'heure du monde qui nous entoure. Tu peux pas échapper dès que quel que soit le thème, quel que soit le débat, quel que soit le sujet, dès que tu prononces le mot Algérie, t'es sûr de faire le buzz. Surtout en ce moment. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Maintenant, sur Deschamps, je pense qu'il est plus conservateur, franchouillard comme ça, que vraiment raciste. C'est vachement grave de porter une accusation de racisme à l'encontre de Deschamps, et je trouve que compte tenu de la situation actuelle, la situation diplomatique, c'est vachement grave de mettre l'Algérie dans la boucle. Moi je dis ce que je pense. Je pense que Deschamps n'a pas de tropisme anti-franco-algérien, mais moi je pense que Cherki, il a un peu plus vieux, il a 2 ans de plus, je crois, à Cliouche, mériterait d'être testé en équipe de France. Non, ils auraient dû être dans cette liste. Mais je vois pas le racisme dans leur non-sélection. Je suis là, moi, non, mais c'est ce que disait Emmanuel, c'est le conservatisme de... Le conservatisme, oui. Donc voilà, moi je ne suis pas d'accord avec Karim Zeribi. Ou alors il a des infos qu'on n'a pas, il faut les donner, s'il les a. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça part d'une impression, son constat. Donc voilà, moi je j'ai pas de certitude à partir d'impression, et je pense que ça relève plus de tout ce qu'on vient de dire depuis 7-8 minutes et de la réflexion, de la méthodologie des champs, que de prétendu racisme ou autre chose. Moi je vois pas du tout ça. Ou alors une fois de plus, s'il y a des infos, il faut les donner, c'est très grave. Mais moi hyper grave. S'il y en a, c'est très grave, mais sur les infos qu'on a, il y a rien qui va dans ce sens-là. Mais moi je le dis, je le répète, j'aurais pris à Cliouche et Cherki. On va terminer avant de passer au module du But Football Club, justement au jeu des pronos pour ce Croatie-France de jeudi soir. Guy. Lequel? C'est Croatie là-bas, hein? Oui, à Split. Victoire 1-0 de la France. Oui, de la France, évidemment. Un partout. Victoire 2-0 pour la France, bien évidemment. Emmanuel. Maxime, pardon. Pourquoi je l'appelle Emmanuel? J'ai envie de te dire 2-0 France avec un doublé de Marcus Thuram. Et il est pas là. Il est pas là, alors ça va être compliqué. Il est blessé. Il a un hologramme. Je vous souhaite une bonne soirée. Quentin. Victoire de la France demain. Comme Bastien nous a rejoint, Bastien Aubert de But Football Club, son pronostic. Bonjour Bastien. L'équipe. Oui, bonsoir. Un petit 2-0, ce serait plutôt honnête. Et moi, je vais dire 2-0, et j'ai prévu pour Guy Carlier et l'ensemble des vrais voix du foot le pire calembour que je n'ai jamais fait à cette antenne. Je me dis qu'il faudrait pas qu'on perde, sinon on va passer pour des bananes à Split. Oh là là. Ça y est. Philippe, elle est pas mal du tout. À l'échelle Philippe David, c'est pas mal du tout. Je crois qu'il faut l'échelle. Alors voilà, c'est comme Deschamps par rapport à Domenech. Tu places l'humour sur l'échelle de David, là on est au top. Il y a l'échelle de Richter, il y a celle de David dans Elle était mignonne. Allez, tout de suite le But Football Club. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Salut Bastien Aubert. Alors tu étais à La Mosson, club cher à Virginie, et raconte-nous ce qui s'est passé. Voilà. Mais écoutez les amis, déjà je suis très content de réentendre Guy à l'antenne. Je tenais à lui faire passer un petit message, ça fait plaisir. Merci. Et puis un calembour de ce niveau en plus, c'était bien. On ne revient pas dessus, Philippe. J'allais repartir direct là, du coup. Non, j'étais dimanche à La Mosson plus sérieusement, et effectivement j'ai assisté à un chaos tout simplement. Et je pense que je me faisais la réflexion avec un confrère tout à l'heure. J'ai l'impression de ne pas passer un week-end en ce moment en Ligue 1 à ne pas parler de choses extra-sportives. Donc c'est quand même très déprimant. Mais voilà, je pense que vous avez tous vu les images. Saint-Etienne menait 2-0. C'était une ambiance plutôt champêtre, et pour le coup, très honnêtement, c'était sympathique comme match. Le match était plutôt bon en plus, pour être honnête. Et 2-0 pour les Verts, donc, et la but de Payet a quand même craqué des fumigènes, une 50aine de fumigènes. Alors ils avaient déjà balancé une bombe agricole en première période. Je crois que ça avait fait d'ailleurs un blessé. Oui. Et c'est parti. C'était en octobre 2023. Ouais, mais là sur ce match aussi, il y a eu quelques bombes agricoles qui ont un petit peu pété, ça n'a pas été trop relayé, mais c'était le cas, je peux vous l'assurer, j'étais pas loin. Et donc voilà, il y a eu des fumigènes qui ont été lancés sur la pelouse,
Et c'est un stadier qui a pris le capuchon très précisément d'un fumigène autour de la zone de l'œil. Et c'est ce qui a un petit peu mis ça le feu aux poudres, alors sans faire de mauvais jeu de mots. Et ce monsieur donc qui faisait son travail un dimanche après-midi, ensoleillé d'ailleurs, et il est parti aux urgences et ça c'est un petit peu foutu le boxon forcément parce que les stadiers ils se sont retournés contre les supporters de manière assez véhémente, on peut les comprendre. Et ça a un petit peu mis le feu aux poudres évidemment, et les supporters un petit peu, je pense, alcoolisés et sous un cagnard un petit peu important, donc on pétait les boulons. Ça a fait valdinguer des tables dans les tribunes, des escaliers, enfin c'était lunaire. Il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans les tribunes parce que les fumigènes évidemment ont été craqués pas loin d'une poubelle, donc c'était du grand n'importe quoi. L'arbitre a été obligé de sévir, secouru entre guillemets par le préfet qui arrivait un petit peu à la rescousse, et un cordon de CRS qui était là aussi. Alors il faut quand même savoir que le match était encadré vraiment de manière très importante. On sentait que ça pouvait dériver un petit peu avant match. Alors qu'il n'y avait pas eu de déplacement des supporters stéphanois, je crois. Mais complètement, tout à fait. C'était supporters stéphanois. Alors il faut le dire, il n'y avait pas de supporters stéphanois. C'était très calme. L'avant-match était très calme. Et je tiens à signaler aussi le très bon comportement des Stéphanois qui n'ont absolument pas bronché de A à Z sur ce match. Ils ont été exemplaires, à part le carton rouge sur le terrain, évidemment, mais ils ont été exemplaires. Alors, oui. À propos d'exemplarité, on vient de parler d'homme de déshonneur. Je voudrais parler d'un homme d'honneur. C'est Jean-Louis Gasset. Oui. Et de sa dignité. J'en ai pleuré. Je sais pas si vous avez vu cette interview quand il disait. Il acte la descente. Il acte la descente et il dit j'ai donné ce que je pouvais donner. Je suis allé au bout de mes forces. Ouais. Il s'en veut. Il est là. Tu sens qu'il a vraiment tout donné. Il a mis en cause il a mis en danger sa famille, sa vie pour ce club. Et là, ça se termine par des mecs qui mettent le feu. Rien que c'est un manque de respect par rapport à cet homme. Toi qui es supportrice, oui, vas-y Bastien, on donne la parole à une supportrice du MHSC. Ouais. Moi, je voulais pardon, vas-y Bastien, je t'en prie. Ouais, je suis désolé. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Guy par rapport à Jean-Louis Gasset. Effectivement, je l'ai croisé, il était à 50 cm de moi. C'était impressionnant, il était très marqué. Il était très très marqué par cet événement. On sentait qu'il était au bout du rouleau. Mais de manière globale, je pense que c'est tout un club qui est au bout du rouleau. J'ai parlé à plusieurs salariés. On sent que la sinistrose était installée depuis trop longtemps. Jean-Louis Gasset, il va jusqu'au bout de ses forces. Mais honnêtement, je sais pas où ça peut aller. C'est très très compliqué en interne, pour être honnête. Oui, tu peux nous donner ton avis de supporter sur le fils Nicolin, la gestion du club par le fils Nicolin? Effectivement, c'est une bonne question, Guy. Alors moi, je suis très très supporter de l'Olympique de Marseille, donc je peux faire une comparaison entre les deux clubs. Je vois un club qui est très bien structuré du côté de Marseille, et du côté malheureusement de Montpellier, je vois un club qui est un petit peu à la dérive, un petit peu qui part à volo. Très clairement, la direction de Laurent Nicolin est très décriée en interne. On sent que les salariés si vous voulez, ils mettent en avant un petit peu l'action, un petit peu la politique des copains, et ça commence à se voir. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment géré de A à Z en interne. C'est ça qui met un petit peu le boxon. Malheureusement, on sent que ce club, il est vraiment parti en live sur un terrain glissant. Ouais, effectivement, on sent que la Ligue 2, ils sont tous, pour être tout à fait honnêtes, les salariés à qui j'ai parlé, j'en ai parlé à pas mal. Ils sont fatalistes. Voilà, exactement. Ils sont fatalistes. C'est une sinistrose complète qui s'est installée. Et c'est très compliqué. Bastien, on a Virginie qui est supportrice du MHSC. Qu'est-ce que tu en penses? Supportrice et arbitre licencié au MHSC. Le club de Montpellier, c'est un club familial. Moi, je viens de là-bas, donc c'est délicat. Pour moi, en fait, ces supporters-là, c'est pas représentatif des vrais supporters de Montpellier, pas du tout. Et en fait, ils sont en train de faire couler encore plus le club avec ces comportements. Moi, je suis effarée de voir ce genre de truc. C'est pas possible. En tant qu'arbitre de foot, en tant que femme, en tant que supportrice du MHSC, je suis choquée. C'est pas possible. Et la violence n'a pas sa place dans les stades. C'est impossible. Les enfants qui regardent, les familles qui viennent avec leurs petits, on voit ça, mais c'est quoi ça? C'est un délire, c'est pas possible. Tout le monde doit s'indigner, on doit avoir une solidarité, une exemplarité. Ce n'est absolument pas possible de voir ça en Ligue 1.
Même en Ligue 2. Emmanuel et Maxime. Oui, en 2 temps. Pour ce qui est de Montpellier, c'est dramatique. On a l'impression d'être dans un roman où il y a l'ancien monde, le monde familial, Louis qui passe la relève à Laurent, ce club sans investisseurs étrangers qui bricole, qui fait des erreurs. Oui, il y a eu les polémiques de salaire avec Savanier. On sent qu'en fait ce club, il est beau parce qu'il fait les erreurs du passé. Oui. Et quelque part, il refuse l'évolution du football, il refuse les investisseurs, il reste dans ses vieilles structures, que ce soit pour l'entraînement ou la Mosson pour le stade. On sent que il y a toujours cet affect. Il fonctionne à l'affect plus qu'aux décisions froides de la data, aux décisions imposées par le financier. La data, c'est au TFC qu'on le fait. Ouais, 250 km. Mais tu vois, on sent que là, on acte aussi la fin d'une époque, définitivement, parce que le dernier représentant de ce foot d'avant disparaît. Et une dernière chose, c'est une info. J'ai eu l'occasion de discuter avec des journalistes de DAZN il y a 2 semaines, à la fin du match Montpellier-Rennes, et ça... je l'ai pas entendu dans les médias, les supporters montpelliérains ont retrouvé les Rennais, et ça a été d'une violence inouïe. Entre supporters montpelliérains et supporters rennais. Et 4 jours avant le match Montpellier-Saint-Etienne, il y avait une réunion qui avait lieu, une réunion préparatoire, compte tenu des événements récents qui avaient eu lieu, pour préparer tous les scénarios possibles. Donc, évidemment, je suis d'accord avec Bastien Aubert, ils étaient prêts, ils s'attendaient au pire, parce que les événements qu'il y avait eu les jours et semaines avant laissaient présager, en cas de mauvais résultats face à un concurrent direct, un débordement comme. Par contre, je suis pas d'accord. C'est pas parce que Montpellier est dernier du classement que ce genre de scénario doit arriver. C'est pas possible. Ça, ça c'est sûr. En fait, pour moi, c'est pas une excuse. Là, ça va au-delà du foot, en fait. Et moi, je suis choquée. Je comprends pas ce qui se passe en Ligue 1. Il y a trop de scénarios là. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Il est passé où le foot d'avant, en fait? Le foot de mon enfance, quand je regardais à la télé, je trouve qu'on a passé en fait un cap, quoi. Bastien, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, rapidement, parce qu'on va vous dire quelques mots sur ce qu'a dit Kylian Mbappé aux 20h de TF1 ce soir, juste après. Ah oui, c'est vrai qu'il passait Kylian. Ouais, mais je suis assez d'accord. Malheureusement, on a l'impression que c'est la gestion d'un club un petit peu dépassé, un petit peu à l'ancienne, qui est malheureusement rattrapé par la réalité du moment, avec les droits télé qui sont effondrés aussi. Il a été le club le plus impacté malheureusement par tout ça. Ce club, malheureusement, on l'aime beaucoup, forcément ici dans la région, mais il faut reconnaître que la Ligue 2 lui tend les bras. On va attendre un petit peu la commission de discipline, voir la décision, mais je pense réellement qu'il faut être très inquiet par rapport à ce qui va tomber. Je pense qu'il va y avoir un huis clos. Je pense que la fin de saison va être très compliquée. Je pense qu'il va y avoir un match perdu et ça va être malheureusement. La Ligue 2 c'est acté, comme l'a dit Yassé. Alors, Maxime. Oui, juste avant de passer à Kylian Mbappé, je suis d'accord avec Virginie. Ça fait plusieurs années qu'on voit des comportements d'ultra et de tribunes qui s'insurgent et qui gâchent les matchs des derniers du championnat ou de ceux qui luttent pour le maintien. Ça a été le cas à Saint-Etienne après le match contre Auxerre en barrage. Oui. Ça a été le cas à Bastia. Il y a eu le match à 3 en Ligue 2 la saison dernière, où le match a été arrêté alors que 3 se maintenait. Alors que 3 se maintenait, il y a des comportements, et c'est ce que je disais il y a quelques semaines. Il y a un certain problème de compréhension du sport et de ce qui se passe sur la pelouse dans les tribunes. Il va falloir remédier à ça très vite. Il y a un manque de réponse à tous ces débordements, notamment des clubs, parce qu'on parle de la LFM, mais pour moi ça doit commencer à être les présidents, et à l'intérieur des clubs, c'est à eux à faire le ménage en premier. Exactement. Et ne pas oublier que derrière, ce sont des êtres humains. Kylian Mbappé l'a bien dit. Il est capitaine, mais aussi c'est un être humain, donc attention aussi à ça. C'est hyper important de véhiculer ce message. Bastien, reste avec nous. Il nous reste 1 minute 30 et tu as, Maxime, le résumé de ce qu'a dit Kylian Mbappé aux 20h de TF1. Alors j'ai quelques phrases qui sont sorties maintenant sur les réseaux sociaux. Il est fort, sur l'interview de Kylian Mbappé aux 20h de TF1. Et il s'est un peu justifié sur le début de saison où il a raté quelques rassemblements en disant qu'il avait fait une sorte de burn-out, un peu, tout simplement. Il voulait calmer le jeu au niveau du sport de haut niveau. Il dit même que le sport de haut niveau est impitoyable, et s'il n'est pas là au rendez-vous, ça sert à rien qu'il soit appelé.
Oui. Il a dit qu'il était très triste aussi de voir Didier Deschamps partir, mais qu'il voudrait et qui garde comme objectif prioritaire d'être champion du monde en 2026. Il dit même on va la gagner pour lui. Ah ben on serait content. C'est beau, on serait très content. Et sur la question, est-ce que vous seriez ravi de voir Zinedine Zidane arriver en tant que sélectionneur? Il a botté en touche évidemment en disant que c'était un des plus grands joueurs du monde et qui avait une haute estime de son parcours d'entraîneur également. Alors on y croit, la victoire en 2026, Guy, très rapidement, il reste 28 secondes. Oui, on y croit. Il a abordé le problème de la prostitution en Suède. On n'a pas osé lui poser la question sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, je comprends pas. C'est bon, vous y croyez tous les amis, bien sûr, 2026 on y croit, bien Bastien sûr. Oui, je crois avec un Dembélé et un Mbappé de ce niveau actuel, on peut y croire effectivement. Eh bien, on y croit. Merci à tous. Merci Guy, merci Quentin, merci Virginie, Emmanuel, Maxime. Tout de suite, demain, vous retrouvez Tonton Maurizio et sa bande pour les vraies voix du foot. Et tout de suite, Caroline Silium pour les Jacques P6, les clés d'une vie. À demain, 17h, les vraies voix.